Un homme, d'origine africaine, traverse la foule qui est venue le saluer. Une foule belge en majorité, qui lui prête des pouvoirs de guérisseur à la limite de la magie. Et qui ont fait de ce Mamadou un phénomène que même la télévision flamande est venue ce jour-là rencontrer. Vorige zondag te Roubaix gold alle belangstelling deze man, Mamadou. Hij is een 66-jarige Senegalees die sedert 1946 de chiropractie beoefent. Of het kraken, een alternatieve medische behandeling zeg maar. Courage et confiance. Merci. Merci. Monsieur, il est venu sur une ambulance. C'est exact. Il est venu sur une ambulance. Eh bien, il va vous l'expliquer après. Couché par terre. Une seconde après, il marche. Là, voilà. C'est-à-dire, je suis venu en ambulance de Courtrai. Vlaams. 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 Vlaams, ja. Dus ik ben met de Rode Eh Kruiswagen. bien, j'ai été amené ici en ambulance de la Croix-Rouge de Courtrai. Je ne pouvais plus bouger du tout. On m'a transporté dans le cabinet de Mamadou et je suis ressorti, comme vous me voyez ici. Depuis, je joue au tennis, tout est parfait. Ces images réveillent une histoire oubliée. Patricia et Marie-Lise sont les enfants naturels du guérisseur africain. Elles n'ont pourtant jamais connu leur père. Leur enquête commence dans un petit village des Flandres, où vit toujours celui qui était probablement le meilleur ami de Mamadou. Oh là là, Patricia. Achille de Voigt vit désormais seul avec son fils, devenu en vieillissant, lourdement handicapé. C'est pour le soigner qu'il avait commencé, dans les années 70, à fréquenter Mamadou, dont le talent de guérisseur était déjà célèbre parmi la population flamande. L'histoire s'est commencée avec Koen. Bonjour. Debout. Non, laisse. Prends les pieds. Levez. Des Pères, des Fils Saint-Esprit. Amen. Il n'y a rien. Dat is waar. En kopbracht. Père, Fils Saint-Esprit. Amen. Kopbracht. Il n'a rien. Après ses premières séances chez Mamadou, Koen s'est enfin mis à marcher. Jusqu'à la mort de Mamadou, son état physique était presque normal, selon Achille. Alors, pour le remercier d'avoir aidé son fils, Achille est venu travailler avec le guérisseur chaque week-end dans sa petite maison roubaisienne. Il était son secrétaire, son traducteur, car une bonne partie de ses visiteurs étaient flamands. Pendant des heures, il a pu raconter tout ce qu'il savait de ce père inconnu. Sa naissance au Sénégal en 1909, sa carrière comme matelot de la marine marchande, commencée à l'âge de 12 ans. À l'âge de 21 ans, il arrive à Roubaix. Il ne parle pas français. Il est un des rares Africains dans une ville industrielle, riche et blanche. Tu sais, quand je suis allée le voir la seule fois de ma vie, là, j'arrive dans ce couloir, donc il m'ouvre la porte déjà, je lui ai dit, je suis votre fille. Il m'a dit, non, je n'ai pas de fille, je n'ai pas d'enfant. Moi, j'ai toujours su par ma mère que c'était mon père, quoi. Donc j'ai insisté, je dis, si, moi, je suis votre fille, je suis la fille. Donc j'ai dit le nom de ma mère. Pourquoi elle n'a pas été à l'écoute de sa fille qui est venue vers lui qui n'avait pas d'enfant, finalement, avec sa femme. Oui, c'est ça. D'après toi, tu aurais une réponse, toi qui l'as connu, en fait. Il y a quelque chose que moi, je me demande, tu vois. Il voulait avoir des enfants. Ça, c'est sûr. C'est difficile à entendre, ça aussi. Il voulait l'avoir. Oui, mais... Parce que Alice, quand ils sont mariés, c'est Alice, sa femme, elle est guérie par Mamadou. Mais ça, il m'a toujours dit, je ne pouvais pas avoir des enfants avec toi parce que je sais que tu vas être paralysé complètement. Ah. À Roubaix, c'est ici que commence l'histoire de Mamadou, sur un ring de boxe. C'est lors d'une escale à Rio de Janeiro que le matelot gagne son premier combat. Lorsqu'il s'installe en France, le boxeur nègre, comme on l'appelle, devient vite connu des salles de boxe des deux côtés de la frontière.
Près de 300 combats qui le firent voyager jusqu'en Australie et fonder en 1941 le Boxing Club Colonial de Roubaix. Le club existe toujours, même si le mot « colonial » a disparu de son nom. Mamadou fut ici entraîneur jusque dans les dernières années de sa vie. Une femme ça fait 20 ans qu'elle n'a pas levé sa main comme ça. 20 ans. Les médecins, il a déclaré elle ne peut pas guérir. 5 minutes, elle faisait ça. Il l'a manipulée, il lui a dit maintenant tu peux boxer. Elle lui a dit à tout le monde, hein, vieux, jeune, femme, homme, allez, tu vas boxer maintenant, quand il l'a soigné. Écarte les jambes. Des pères, des filles, ce sont l'esprit. Amen. Première vertèbre, madame. Ja. Oui, kop draaien. Links, rechts et tu peux boxer. Je prends pas mon bras ici. C'est lors d'un combat de boxe que Mamadou a une révélation. Un jour, il blesse son adversaire qui perdra la vue. Mes mains, se dit-il, ne doivent plus servir à blesser, mais à soigner mes prochains. Il est plus connu que le maire de Roubaix, il est plus connu. Même en Belgique, quand on va en Belgique, on va boxer en Belgique, la douane, il voit arriver de loin, pourtant on va avoir une douanier. Quand il dit Mamadou, ils ouvrent la barrière, passez. Cette histoire, pour Marie-Lise et Patricia, a débuté par une drôle de découverte dans une brocante de la région lilloise. Au milieu des peluches, au milieu des bibelots, un collectionneur qui passait par là remarque un drôle de vitrail coloré. Il est question de Mamadou, il est question d'une marquise. Le mystère peut commencer. Au musée de Roubaix, on comprend qu'il s'agit d'une pièce exceptionnelle. Mais les archives du musée ne permettent pas de percer le secret du vitrail. La presse locale, puis toute la presse française, cherche à comprendre qui était Mamadou. C'est en lisant ces articles que les deux filles du guérisseur découvrent qu'il s'agit de leur père, décédé il y a plus de 30 ans. Lorsque le musée expose le vitrail, elles vont se rencontrer pour la première fois. Je me souviens d'avoir dit je pense que vous êtes ma sœur. Oui, là, c'est ça. Ouais. Et ce qui est dingue quand même, c'est qu'on ait vécu l'une l'autre côte à côte. 4 kilomètres. Moi, j'habitais nouveau, toi, savoir Roubaix. qu'on existait. Ouais. C'est dingue. Toi, t'es né après, hein, c'était une autre époque, mais moi, dans ma négritude, je me sentais très seule, en fait. Personne dans ma famille ne pouvait me parler de l'Afrique ou de pourquoi j'étais différente. J'avais l'impression qu'on avait aussi zappé ma naissance. Avant qu'il ne quitte le Sénégal et s'embarque sur un bateau à 12 ans, sa mère lui avait confié qu'il avait un don. Le jeune adolescent savait déjà soigner avec ses mains. Une pratique alors répandue en Afrique de l'Ouest. Il suffisait de voir les chaises roulantes et les béquilles laissées sur place par des malades qui n'en avaient plus besoin. Oui, des personnes qui arrivaient avec des béquilles et qui repartaient sans. Je l'ai vu, c'est vrai. 5 jaar gedragen, 2 maal geopereerd en door Mamadou genezen. Avant de soigner quelqu'un, on doit prier le bon Dieu, parce que si on a ça, c'est Dieu qui nous a donné ça. Il faut demander la grâce du ciel pour guérir le plus possible. Et moi, je veux guérir du monde. Pour bien faire voir la médecine, que ce n'est pas le diplôme qui guérit. Moi, j'ai la preuve. Mamadou est né musulman au Sénégal. Il devient catholique pour épouser Alice, une employée de banque de Roubaix, une de ses patientes. L'Église se passionne pour le guérisseur. On organise des messes pour le célébrer. On l'invite à Lourdes. Les religieuses de la ville créent des chansons en son honneur. À tous. Bon appétit à tous. Viva Mamadou, ce noir de chez nous.
Mamadou est presque béatifié par les fidèles catholiques, français et belges. En Flandre, le maire de Dentergem possède même sur sa commune une chapelle qui lui est dédiée. Une chapelle financée par une famille de la noblesse locale, la famille de Wesker, dont la marquise a été soignée par le guérisseur. Ça, c'est la chapelle de Banneux. Et ici, il y a une plaque que cette chapelle a été érigée par la famille de Wesker par remerciement pour une guérison remarquable dédiée à la Sainte Vierge de Banneux. D'après moi, ça, c'est la raison qu'elle a une certaine gratitude envers Mamadou. Au sommet de sa gloire, Mamadou a rendez-vous avec les tribunaux. C'est cet article qui a provoqué la colère des médecins qui ont déposé plainte. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici en me disant qu'il doit y avoir des jugements qui ont suivi cet article. Et effectivement, les journaux ont dit que c'est cet article qui a provoqué les poursuites pour exercice illégal de la médecine. Entre 1957 et 1967, il y a une nouvelle profession qui va s'organiser. C'est la profession des ostéopathes et des chiropracteurs. Et qui va être reconnue par la loi. Et qui est une profession ouverte aux seuls médecins. Donc c'est cet ordre qui va attaquer Mamadou sur la base non pas de l'exercice global de la médecine, mais d'une spécialité. Et là, le président du tribunal va être très sévère. Doublement, parce que premièrement, il y a une manifestation qui s'organise quand il y a le procès. Il y a 300 personnes qui viennent au tribunal pour soutenir Mamadou. Il y a 21 témoins qui viennent pour le soutenir et dire au tribunal tous les bienfaits qu'ils ont eus de Mamadou. Alors le président, à un moment donné, se fâche. Et le procureur, encore plus, il traite Mamadou de sorcier. Et comme il y a un médecin et un prêtre qui viennent de témoigner, ces gens-là se rebiffent. Le président du tribunal fait sortir, expulse tout le monde. Et à la fin du compte, il va rendre un jugement très sévère, puisque Mamadou est condamné à fermer son cabinet, il est condamné à une amende, il est condamné à 2 dommages et intérêts pour l'ordre des ostéopathes. Et même, on va saisir sa table de travail. André Diligent fait appel le jour même, pour éviter la saisie, pour éviter la fermeture. André Diligent et cet avocat, qui est devenu maire de Roubaix par la suite, s'est pris de passion parce que, pour des raisons personnelles, il avait une confiance relative dans la médecine officielle. Et en cours d'appel, eh bien, il va se trouver devant un magistrat beaucoup plus ouvert, beaucoup plus clément, beaucoup plus, d'ailleurs, gêné, parce qu'il a été soigné par Mamadou. On est en 1972, nouvelle enquête, et il repasse devant le tribunal correctionnel quelques jours après le décès de son épouse. Et la greffière vient le voir. La greffière vient le voir devant le tribunal. Elle dit, mais vous savez, monsieur Mamadou, moi aussi je souffre. Il la voit, il la regarde, et il se rend compte qu'elle dit, oui, je souffre du dos, je souffre terriblement. Et il va la manipuler devant le tribunal, il va la guérir instantanément. Et donc, non seulement l'avocat a montré que 54 000 personnes soignées et guéries par Mamadou, c'était un argument suffisant pour lui faire éviter la punition, mais aussi que toute personne qui venait à lui, eh bien, il tenait compte de sa douleur pour la soulager. La leçon de tout ça, c'est qu'à chaque procès, il y avait des articles dans les journaux et ça lui faisait une publicité extraordinaire. Donc à partir de là, la justice a compris qu'elle agissait contre l'esprit de la loi et va le laisser tranquille jusqu'à son décès.